Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. On se retrouve donc pour cette deuxième partie du 40 nuances de Next de Cyril Chiche, patron de Lydia. On se retrouve donc avec Olivier Mathieu pour partir sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? On parle de toi, Cyril ? Allez. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui fait la résilience, la persévérance, parce que ce qui est intéressant dans la première partie de ton podcast consacré à Lydia, c'est de rappeler que quand on commence, on se paye pas forcément, on doit traverser des périodes plus ou moins difficiles, et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment un entrepreneur résilient ? Qu'est-ce que toi tu avais fait avant, par exemple, et qu'est-ce qui t'a amené ? Est-ce que tu étais entrepreneur né par ta famille ? Je sais que tu as des racines marseillaises, comme j'habite à Marseille, ça me fait plaisir. Et on salue nos amis marseillais. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que dans ces racines marseillaises ou familiales, à un moment donné, tu es devenu le Cyril Chiche qui s'est accroché à Lydia et qui en a fait effectivement ce que c'est aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il y a une partie d'éducation et d'environnement familial. Donc, mes parents sont médecins, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est vrai. Autour de moi, dans ma famille, c'est quasiment que des entrepreneurs de différents secteurs d'activité, mais plutôt indépendant. Oui, indépendant. Profession libérale. Oui. Non, pas nécessairement profession libérale, okay. Ça peut être aussi différentes entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité, mais pas beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises, dans des groupes. On est 3 enfants. J'ai un petit frère et une petite sœur qui sont eux aussi entrepreneurs. Enfin voilà, c'est vraiment, je crois que c'est dans les gènes. C'est ancré, quoi, quelque part en nous. Au-delà de ça, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une entreprise de la tech par hasard. J'étais en école de commerce, je cherchais un stage pour la dernière année et je rêvais de travailler à l'époque, comme beaucoup, dans le monde de la mode et du luxe. C'était la grande époque de tout le monde voulait faire soit de la finance, soit du marketing chez L'Oréal ou chez Louis Vuitton. Moi, j'étais deuxième catégorie. Et quand j'ai cherché des stages, j'ai envoyé peut-être 200 courriers. À l'époque, c'était des courriers, hein, c'était pas des mails. Je crois que j'ai eu 30 réponses. Dans les 30 réponses, j'en ai eu 3 qui étaient venez nous voir et on va faire un entretien. Et donc, je suis allé passer les entretiens. Ça s'est bien passé. Et à la fin, j'ai eu 3 propositions de stage non rémunérées. Et à cette époque, déjà, ça me paraissait un peu déroutant de travailler pour zéro. Et je me suis dit, s'ils me payent pas, ça veut dire que je vais faire un travail qui sert à rien. Ouais. Et donc, ça va pas marcher bien avec ce que je veux faire parce que c'est quand même toute l'année, à temps plein. Et donc, ça me va pas. Et d'ailleurs, chez Lydia, et on a une politique de rémunération. Vous rémunérez les stagiaires. On n'a jamais fait de stages non rémunérés. À part les stages de découverte des enfants au troisième. Et donc, clairement, on me présente quelqu'un qui est en train de monter une boîte tech et je démarre. Tu t'es dit, quitte à pas gagner d'argent, autant le faire pour moi-même? Ah non, là, je suis pas du tout, je suis stagiaire. D'accord. Je suis payé au SMIC. Commercial au téléphone. Donc là, stagiaire. Voilà. Ça, c'est un vrai apprentissage. En tout cas, moi, je suis arrivé et j'ai vu cette personne-là et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je lui dis, je voudrais faire du marketing international. Et lui, il rigole, il dit, donc tu connais pas de clients, tu connais pas de produits et toi, tu veux faire du marketing et en plus international. Il me dit, il faut que tu ailles chez L'Oréal, quoi. Là-bas, ils vont t'apprendre. Et je lui dis, ok, alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et il me dit, commercial au téléphone. Au moins, t'apprendras les clients et t'apprendras les produits et ensuite, on verra si tu peux faire du marketing. Et donc, tu vas faire ça pendant 1 an et tu seras payé le SMIC plus les coms. Des coms. Et ça me paraissait pas idiot, finalement, comme réflexion. Je me suis rendu compte que c'était moi l'idiot dans l'histoire. Et donc, je me suis dit, ok, je vais rester assis à cette place-là et je vais démarrer ma carrière comme ça. Et tout ça, c'est passé grâce à quelqu'un qui est un Marseillais, un entrepreneur marseillais qui est récemment décédé. Donc, ça me permet de faire un petit coucou, Jean-Pierre Couby, qui m'avait pris en stage au début dans son entreprise, groupe de meubles, groupe ENA. Et puis, on devait passer 6 mois ensemble, mais bon, finalement, ce qu'il m'a proposé, ça n'a pas duré si longtemps que ça, parce que je l'ai fait vite, et puis il n'y avait pas grand-chose, et puis il avait fait vraiment pour me faire plaisir, et pour faire plaisir, enfin, c'est un ami de la famille. Et puis, au bout, il m'a dit, écoute, je vais quand même te payer pour tout ton stage, parce que tu as fait ce que je pensais que tu allais faire en 6 mois, tu l'as fait en 1 mois, et donc je vais te payer pour tout ton stage, et je vais t'aider à te trouver sympa. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, tu as commencé comme ça. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui presque exècrent la vente, le commercial. C'est un passage obligé, selon toi, pour devenir entrepreneur? Non. Parce que ça, beaucoup en rêvent. Non, c'est pas un passage obligé. Il y a des gens qui sont... mon associé, par exemple, est un profil purement tech. Et il est entrepreneur profondément dans l'âme. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance de commencer comme ça. Donc, c'était un environnement qui était extrêmement entrepreneurial, parce que je crois qu'on était 4 ou 5. Et puis après...
Ça s'est beaucoup développé. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis, de créer la filiale là-bas, de racheter une société là-bas. Enfin voilà, c'était à la grande époque de la fin des années 90, début des années 2000. Puis la bulle a explosé. J'ai pris une grosse claque, une bonne porte dans la gueule. Et je suis rentré un peu violemment en France. J'ai redémarré avec le fondateur de la première entreprise qui m'a dit si tu veux cette fois-ci viens avec moi et on va le faire un peu plus associé. J'étais un tout petit associé, mais quand même un peu mieux. Et j'étais plus stagiaire depuis longtemps. Et voilà. Et l'ensemble a duré 15 ans. Et au bout de 15 ans, j'avais quand même fait le tour de ces histoires de grands contrats B2B, puisqu'on ce qu'on vendait, c'était des grands systèmes de stockage et sauvegarde de données à des grandes banques, des opérateurs télécoms, des gouvernements. Donc c'est des grands appels d'offres qui durent 2 ans. Bon là, j'étais un peu fatigué de ça. Et c'est ça qui a motivé. Oui, c'est ça. C'est ma question suivante. C'est ça qui t'a motivé finalement à passer sur un truc qui est la création d'une marque B2C, s'adresser au grand public, etc. C'est ça. C'est amusant parce qu'on a reçu le fondateur de Miro, Thomas Rebaud, qui disait nous, je veux surtout pas faire du B2C. Le B2C c'est chiant. Je vais faire que du B2B. C'est ça. Et très souvent, il y a ces deux cultures-là dans le domaine des startups, parce qu'on sait que pour faire du B2C, il y a cette notion un peu de coût d'acquisition du client et de faire connaître sa marque. Sauf quand on a trouvé, comme vous finalement, après quelques temps, j'allais dire la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le truc viral qui fait qu'à un moment donné, ça passe de client en client, et ce qui fait évidemment largement réduire ses frais de communication et de marketing. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on nous demande pas souvent, mais le coût d'acquisition d'un nouveau client chez Lydia, c'est 77 centimes. Et alors comment est-ce qu'on le modélise? C'est quoi les investissements qui sont derrière? C'est de la publicité en ligne quand même. Alors très très peu, mais on dépense un petit peu quand même d'argent, un peu de publicité, un peu de sponsoring d'associations étudiantes, quelques petits trucs qui font qu'à la fin ça coûte ça, mais c'est moins d'€1 quoi. Moins d'€1. Incroyable. Et le coût d'acquisition d'un client bancaire, c'est entre 300 et 500 euros. Ouais. Même les néobanques les plus affûtés, c'est autour de 70, 80 euros. Donc on voit qu'on est sur un ratio qui est de 1 à 100 par rapport à ces... Ça coûte moins cher que sponsoriser l'entrée de Koh-Lanta. Il semblerait. Il semblerait que le chemin qu'on ait choisi est un chemin qui correspondait mieux à nos moyens à l'époque, ouais. et qui finalement s'est avéré être très puissant malgré tout. Et donc finalement, c'est devenu notre ADN. Mais je rappelle que les grands succès de la Silicon Valley, très souvent, ça a été ça aussi. Même le début de l'email Hotmail, c'était l'email gratuit. Ça, ce système un peu où tu dis, tiens, j'ai une messagerie. Les gens savent connaître. L'email n'était pas encore vraiment connu, et donc dit, t'as besoin d'avoir un email pour en recevoir un. Donc finalement, petit à petit, la viralité. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Voilà, le network effect, le marketing viral. Avant de passer à ce qui t'inspire, comment tu te ressources, moi je serais curieux de savoir dans la tête du gamin que tu étais, s'il y a des choses que tu as gardées de ton éducation, qui ont construit l'homme que tu es, des sortes de mantras qui seraient passés peut-être de génération en génération. Oui, bien sûr. Enfin, je crois qu'on est toute sa vie une grande partie de son éducation, quoi. Il faut pas. Il y a des gens qui doivent sans doute avoir besoin de renier cette partie-là d'eux. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement qui était très, on va dire, agréable et confortable et serein. Et donc, évidemment, j'en ai gardé beaucoup et j'essaye d'en transmettre aussi, moi aussi, à mes enfants. Et donc, bien sûr, toute cette partie, être très attentif à l'humain, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est quelque chose qui est important professionnellement, c'est quelque chose qui est évidemment important personnellement. Je crois dans l'humain, quoi. Je suis un optimiste. Et je crois que ça se ressent aussi même dans les produits qu'on fait. C'est vraiment dans l'expérience utilisateur, dans la manière dont on conçoit le service client, dans plein de choses. Enfin, voilà, sans parler évidemment des équipes. Et alors justement, ça m'intéresse de reparler peut-être un peu justement du style de manager qu'est Cyril Chiche. Comment est-ce que ton rôle de cofondateur et chef d'entreprise a évolué entre le tout début, où forcément il y a moins de monde, et puis aujourd'hui où forcément tu dois déléguer? Alors si tu dis que tu fais confiance, j'imagine que justement ça se retrouve aussi dans le style de management. Oui. Et qu'est-ce qui te reste à faire toi? Quel est ton rôle aujourd'hui par rapport à ce que tu as délégué? Et est-ce que tu es capable de dire ce que tu détestes faire et que tu as délégué peut-être, et ce que tu adores faire et sur lequel tu capitalises pour la suite de Lydia? Alors moi, j'adore tout faire. Non mais c'est vrai, j'adore tout faire parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est apprendre des nouvelles choses. Parce que j'ai l'impression que je grandis. Et le pire, ce qui m'a fait quitter le B2B, alors que finalement, d'un point de vue économique, c'était plutôt pas trop mauvais business, c'est justement le fait de plus apprendre. De tourner en rond, de faire toujours la même chose. Voilà. Et quand tu fais toujours la même chose depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout d'un moment, soit tu le fais pour des raisons économiques et ça va bien,
et tu grandis par ailleurs, tu fais autre chose, dans ton temps perso. Tu fais du sport. mais moi, malheureusement, je suis un peu drogué au travail, donc je passe beaucoup de temps à travailler. Soit tu fais ça, soit tu changes de métier. Et donc voilà, il faut que je continue à grandir en permanence. Il faut que j'apprenne des nouvelles choses. Et c'est pour ça aussi que c'est magnifique quand une entreprise grandit, parce que ça te permet de t'entourer de gens qui sont des gens intelligents, qui sont des gens qui ont des horizons différents, qui sont divers, qui sont pas la même culture, pas le même âge, pas le même background que toi, qui ont des expertises différentes. Et si tu leur délègues complètement et tu arrêtes de traiter ces sujets-là, tu grandis pas. Donc moi, je veux toujours avoir mon nez partout, je veux échanger avec eux. Et je dois dire que on a ça en commun très fort avec Antoine, on est des intellectuels. Ça veut pas dire qu'on est des philosophes, Bernard-Henri Lévy, des trucs comme ça. Mais tu veux comprendre les choses. Mais t'as une chemise blanche. Mais j'ai une chemise blanche comme Bernard-Henri Lévy et d'autres. Mais oui. Mais ce qui est c'est un point qui est vraiment très important et qui nous définit profondément. Dans beaucoup d'endroits, professionnels, mais pas que, mais évidemment dans le cadre professionnel, on se rend compte que si on prend un sujet et qu'on demande à 5 personnes ou 6 personnes de travailler sur le sujet, de se retrouver une semaine plus tard dans une réunion pour prendre une décision sur ce sujet-là, ce qui va se passer, c'est que celui qui a le plus de poids politique, de force, de conviction ou de expertise reconnue dans le sujet va l'emporter. Donc c'est la loi du plus fort. Le plus fort, c'est pas toujours physique, c'est pas toujours politique, mais du plus fort. C'est celui qui a travaillé et qui a du coup les datas, les informations aussi pour convaincre. Oui, donc voilà. Ou dans la perception des autres. Ou dans la perception des autres. Enfin, et en tout cas, c'est la solution du plus fort qui est adoptée par la communauté. Et Antoine et moi, on ne croit pas du tout en ça. On croit que c'est un très mauvais chemin, c'est le chemin de la médiocrité. Par ailleurs. Alors qu'il suffit d'écouter peut-être quelqu'un qui va dire venez dans mon école. Non. Ouais. Mais comment est-ce que tu corriges ça du coup? Parce que c'est une tendance un peu humaine. Et tu sais, on parle beaucoup en ce moment d'impact, d'inclusion, tout ça, mais en vrai, c'est beaucoup de washing. La réalité, quand on veut parler de la diversité et la richesse des sociétés humaines, c'est pas le plus fort. Si on revient très très loin dans la préhistoire, si tu prends l'homme le plus fort, le plus rapide, le plus puissant, le plus malin, tout ce que tu veux, et que tu le mets tout seul, au bout d'un moment, il va s'endormir et il va se faire croquer. Donc il a besoin du collectif. Donc ce qui marche, c'est la force du collectif, l'intelligence collective. Et comment on fait pour faire l'intelligence collective et pour que l'intelligence collective soit supérieure à l'intelligence du plus fort? Ça nécessite d'abord 3 prérequis. Le premier, c'est le respect. Donc il faut respecter les autres autour de la table. Si tu les respectes pas, tu peux pas. 2, l'humilité. Si t'as pas l'humilité, t'écoutes pas. Et 3, le travail. Il faut travailler dur. Si tu travailles pas, t'es pas crédible. T'es pas légitime. Donc, si tu prends un groupe de personnes et dont tout le monde se respecte, où chacun est humble et travaille. Et bien sûr, on prend des gens intelligents par défaut. On les met autour d'un sujet et on leur dit voilà, t'as une semaine pour travailler et pour réfléchir. Une semaine après, on se remet dans la même pièce et au lieu que ce soit le plus fort, maintenant, chacun va mettre sur la table son idée et on va challenger toutes les idées et les pousser. Et tout le monde peut parler de n'importe quoi. Moi, j'ai le droit de parler de légal, et Antoine, il a le droit de parler de légal, et j'ai le droit de parler de tech, même si je suis pas l'expert tech, parce qu'en fait, c'est du raisonnement. C'est ça le côté intellectuel. C'est on pousse, on fait l'avocat du diable, et à la fin, on arrive avec une solution qui n'est pas la meilleure solution qui avait été proposée au début, mais qui est une solution qui est au-delà de toutes les solutions qui avaient été proposées au début, et où on a exploré toutes les opportunités, tous les chemins, et on est arrivé à quelque chose qui est toujours meilleur, dans 99% des cas, meilleur que ce qu'on aurait fait, même le meilleur d'entre nous. Et le fait de poser sur la table ces 3 règles fait aussi que chacun se sent libre d'apporter son... Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique chez Lydia. Et pour certains, ça peut paraître très étrange de nous voir débattre et même faire l'avocat du diable, vraiment proposer des trucs stupides dans des réunions où il y a des gens qui sont pas stupides autour de la table et vraiment pousser des raisonnements bout du bout. Mais du coup, dans une réunion comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle d'animateur? Il faut quand même à un moment donné quand même accoucher la décision. Que ça soit pas des discussions sans fin et qu'il y a quand même des décisions en avance. On rentre pour ça. D'accord. On sait pourquoi on est là. D'accord. On est un groupe de personnes. L'objectif, c'est de sortir de la réunion avec une décision sur un sujet précis. Donc, on sait qu'on est là pour ça. Et donc, ce travail-là, je crois que c'est une marque de fabrique très forte et c'est vraiment une grande confiance dans l'intelligence collective, dans la force du collectif. Et ça nécessite que les gens qui sont autour de la table soient différents. Parce que si c'est tous les mêmes, tu reviens à la loi du plus fort. Donc c'est là que tu reviens aussi sur ta question de la diversité, c'est qu'à partir du moment où tu es dans l'intelligence collective, tu as besoin d'avoir pas des clones ou des consanguins, mais des... Ouais. Oui, sinon tu as un biais, sinon tu reviens au plus fort. Le plus fort qui est pas toujours le plus fort. Encore une fois, les différentes
sujet de force. Mais c'est vraiment très important. Et ça, je crois que, bien sûr, je l'ai aussi tiré tu vois, de mon éducation, qui est une éducation un peu... Est-ce que ça veut dire que dans votre politique de recrutement, vous prenez ça en compte et comment de manière opérationnelle pour assurer cette diversité de culture, etc. Il y a déjà une manière assez simple de le faire, c'est que tu évites de recruter que dans les 3 top écoles. Ça, tu vois, c'est une manière assez facile de faire ça. En fait, quand on recrute, on entend beaucoup parler, et je trouve que c'est bien d'essayer de promouvoir la diversité, j'entends parler de l'égalité homme-femme, ça m'agace un peu. Moi, je suis pas tellement pour l'égalité, je crois pas en l'égalité, à part pour des sujets comme l'accès à la loi. Toi, tu penses que l'homme est mieux que la femme ou que la femme est mieux que l'homme alors? Je pense que c'est pas le sujet. Je crois surtout dans l'équité plus que dans l'égalité, parce que c'est ça qui compte, quoi. Il faut qu'on soit équitable. À chance égale, quoi. Exactement, à chance égale. Comme on dit aux États-Unis, et je m'en souviens, quand j'étais là-bas, déjà en 99, on disait « We are an equal opportunity employer ». Et c'est ça la réalité, l'équité des chances. On donne la même chance à tout le monde. Et bien sûr qu'on n'est pas égaux. Personne n'est égal avec quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. C'est une erreur de dire ça. On a la chance dans la langue française d'avoir des mots pour dire les choses précisément. Donc voilà, on parle d'équité. Et donc de libre et égaux en droit. Oui, mais l'accès au droit, le fait de pouvoir accéder au droit, ça veut pas dire ça veut dire qu'on est libre devant la loi, mais on n'est pas égaux devant la loi, mais pas égaux en tant que deux individus, on n'est pas égaux par rien, on est égaux. Ça veut pas dire qu'on est pas. D'un point de vue biologique, non, mais effectivement. Bien sûr. Mais d'un point de vue effectivement, on est voilà, c'est ça. Sociétal, quoi. Exactement. Et donc ça, tu l'appliques dans la boîte. Ce qu'on fait, c'est que bien sûr, on essaye de recruter pour chaque poste, alors des personnalités qui sont pas préformatées. Donc, on cherche pas des hommes ou des femmes, on cherche pas des jeunes ou des vieux, on cherche pas des gens qui ont fait telle école ou telle école, on cherche la personnalité et c'est pour ça qu'on a un process qui est assez long avec des use cases à chaque fois pour tous les postes et plusieurs personnes, y compris du C-level, donc de comité de direction, qui vont voir tous les candidats chez Lydia. L'ensemble des candidats, parce que on veut être sûr de ça. Et donc, pour nous, le meilleur moyen de s'assurer qu'on est bien là-dedans et qu'il n'y a pas de biais possible au niveau des équipes de recrutement c'est de le faire au top niveau de l'entreprise, c'est-à-dire c'est le leadership de l'entreprise qui est garant de ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est une très forte priorité, enfin ça indique que c'est une grande priorité pour Lydia, c'est la qualité du recrutement, puisque du coup c'est beaucoup de temps que vous y passez. Et on est obsédé par ça, et on est obsédé aussi par autre chose, qui est les processus et les outils. Et pourquoi ? Parce qu'on considère que rajouter des gens, c'est une mauvaise manière de faire quand tu vas vouloir ensuite grandir vite, scaler. Ouais. Pour pouvoir scaler vite, il faut avoir des outils et des processus qui sont vraiment optimales et les changer régulièrement pour être sûr d'être toujours au max de ce qui est possible, plutôt que de rajouter des gens. Parce que rajouter des gens, finalement, à la fin, on voit bien que ça scale pas, quoi. C'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, on a 5 millions de clients, une partie active qui est très élevée, 35% monthly active. Donc, c'est vraiment très élevé. Et pourtant, toute l'entreprise, c'est 140 personnes. Ah oui. Donc efficace. Extrêmement efficace, mais aussi parce que on cherche toujours les solutions qui sont les solutions issues de l'intelligence collective, parce qu'on va plus loin, parce qu'on cherche à être toujours au maximum de l'optimisation. Tu parles de grandir vite, ce qui fait grandir, c'est les rencontres. Absolument. Tu parlais de la place de l'humain dans ta vie. Je te propose une question surprise d'une rencontre que tu as faite. Tu pourras nous dire déjà qui te pose cette question et évidemment y répondre. On l'écoute. Vous avez un message. Cyril, tout le monde aujourd'hui cherche à entrer en relation avec ce qu'on appelle les millennials. C'est essentiel pour 2 raisons. Ils sont devenus majoritaires. Et puis surtout, c'est les prescripteurs de cette nouvelle société. Tout le monde essaye pour se faire d'utiliser leur langue, leur code, et souvent de manière assez caricaturale. Le plus souvent, ça aboutit à un échec après avoir dépensé des fortunes. À l'évidence, tu as trouvé le passage, puisque 30% des 18 à 30 ans utilisent Lydia, et d'ailleurs mettent un L minuscule à ton application, puisque c'est devenu un objet courant et quotidien. Pourtant, c'est pas de faire offense, je pense, si je dis que même si tu l'es forcément un peu plus que moi, tu n'es plus jeune du tout, loin s'en faut même. Alors, aujourd'hui à ce micro, Cyril, es-tu prêt à nous révéler enfin le secret ? Tu parles James ? Pas du tout. Qui parle ? Alain Clot, grand banquier
une immense carrière à la Société Générale, un des grands banquiers français repenti, comme certains grands patrons de la mafia. Et tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré à l'occasion de la création de France FinTech, dont il est le président. Ouais. Ouais, c'est ça. Depuis sa création, c'est une personnalité extraordinaire, une connaissance encyclopédique, et comme vous avez pu le voir, beaucoup d'humilité et un sens de l'humour assez caustique. Et donc, bien sûr, ça me fait très plaisir d'entendre Alain. Et la question est très juste. On a vu combien de fois des publicités sur des abribus avec des cartes de paiement avec un Pokémon dessus en disant... Des faux jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Les faux jeunes. C'est l'offre pour les jeunes, mais qui veut avoir une carte, un Pokémon sur sa carte, quoi. Ils ont peut-être oublié de mettre des jeunes autour de la table. Mais qui veut un Pikachu sur sa carte de paiement? Mais est-ce que vous avez un shadow comité avec des jeunes qui viennent vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Comment est-ce que tu fais pour rester branché et pas te trouver démodé en termes d'usage? On n'est pas branché. Ça nous intéresse pas, ces sujets-là. Nous, on construit le meilleur produit du monde pour tout le monde. Pour tout le monde. On n'a jamais voulu viser les jeunes. On n'a jamais fait un produit pour les jeunes. On n'a jamais tutoyé nos utilisateurs. On fait pas de jeunes. Tu regardes l'application, elle est pas pour personne. Elle est très neutre. Et, tu vois, on parle, pour revenir sur un sujet qui est l'inclusion, on n'en parle jamais, et parce qu'on n'en tire pas gloire non plus. Nous, notre conviction profonde avec Antoine, c'est que, et pas que nous, il y a plein de gens qui pensent comme ça, que la tech doit rendre la vie plus simple. Pas l'inverse. Rendre la vie plus simple. Aujourd'hui, on voit souvent de la tech qui rend la vie plus compliquée. Vraiment, quoi. Là, c'est plus simple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, du premier jour, quand on développe les applications Lydia, Android, iOS, on demande à nos développeurs d'intégrer pour 100% de l'application une utilisation via VoiceOver. Pour que les malvoyants puissent utiliser notre application. Pourquoi? Mais ils ont tellement plus besoin de l'application que quelqu'un qui a 19 ans. Bien sûr. Voilà, quelqu'un qui a 90 ans et pour qui c'est difficile de se déplacer, aller au distributeur, c'est un calvaire. Ok, donc faire un Lydia, c'est une solution qui simplifie la vie. Pour quelqu'un qui a 19 ans, même s'il pleut, aller au distributeur, ça va, quoi. Non, mais ça va. C'est plus cool de pas le faire, mais ça va. Donc, c'est ça qui est important. Donc, la dimension universelle fait que ça inclut les jeunes, mais ça les dépasse, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça permet aussi, parce que, Olivier, tu l'as vu, moi aussi, malheureusement, on a à peu près le même âge, être jeune, être étudiant est une situation temporaire. Normalement, pour la grande majorité. Ça, c'est une sacrée punchline. Voilà, ça dure ce que ça dure, quoi. C'est un bon moment. Il y a les fameux Tanguy qui prolongent un peu, mais pas voilà, tous. C'est un bon moment, mais ça dure ce que ça dure. Et ça voudrait dire qu'on aurait fait un produit de niche. Un produit qui dure que ce temps-là. Une carte étudiante. C'est pas du tout ce qu'on a fait. On a fait un produit qui a pour vocation à être, finalement, un compte de dépenses, la super app, finalement, le futur de la banque. Et donc ça doit durer toute la vie. Donc, bien sûr, ceux qui s'en sont emparés en premier, c'est les jeunes, mais pas parce que on a fait un produit pour les jeunes, parce que c'est eux qui se sont emparés de tout ce qui se passe sur le mobile. Ça répondait à un besoin qu'ils avaient. C'est eux qui ont utilisé leur mobile. Dans tous les cas, tu confirmes qu'après être étudiant, ils continuent d'utiliser Lydia. Absolument. Et donc ils deviennent des grands adultes porteurs de Lydia. Et surtout, ce qui est aujourd'hui visible, c'est que la classe d'âge la plus importante dans la base utilisateur de Lydia n'est plus la classe étudiante 18-24, mais les 25-30 ans. Ils ont grandi. Moi, j'ai l'impression, Thomas, qu'on dérape parce qu'on est en train de reparler beaucoup de business, alors qu'on est à la partie plus personnelle de Cyril. On voit sa passion pour Lydia. Ouais, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'en partie, on te comprend mieux parce que tu reviens de parler de business et c'est tout à fait légitime. Est-ce qu'on parlerait pas de la rubrique de la claque? Comme on parle beaucoup de parcours, alors effectivement, tu as dit qu'il y avait des hauts et des bas, mais comme tu as cet enthousiasme ultra positif, c'est pas pour te rabaisser, mais c'est juste pour montrer que sur le parcours d'un entrepreneur, parfois, on se prend des claques et donc on dit qu'on est sans bullshit. C'est intéressant de les partager aussi pour les jeunes entrepreneurs, wannabe entrepreneurs. C'est de voir, à un moment donné, dans ton parcours, est-ce que tu as pu tomber et te redresser et est-ce que tu es prêt à en partager un exemple? Waouh! Aïe! Oui, bien sûr, et je crois que encore une fois, quelqu'un qui aurait tout réussi, soit c'est une exception vraiment 1 sur 5 milliards, avec beaucoup de chance. Ouais, soit il est très jeune et il a réussi très jeune, soit c'est un menteur. Bon, dans 99% des cas, c'est un menteur. C'est souvent mythomane. Souvent, on refait le match. On réécrit la légende. Exactement. Donc oui, moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois et je crois que la plus grosse claque et qui a défini d'ailleurs beaucoup de mon style
de management aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise. C'est cette fameuse période de fin des années 90, début des années 2000. Donc, je suis dans une phase extrêmement ascendante de ma carrière professionnelle. J'ai commencé stagiaire, là, je suis senior vice-président, stratégie, marketing. Je suis aux États-Unis, à New York, à la grande époque, la grande ville. Plein de mots dans le titre. Tout va vite, bien sûr, on est au max de la bulle Internet à cette époque-là. Hein. Donc, moi, j'arrive dans des bâtiments, ils sont vides. 2 mois après, ils sont remplis de startups qui existaient pas 3 mois avant. Ils se font livrer des palettes de vodka. C'est la fête en permanence. C'est des milliards d'euros qui tournent en permanence. La bourse qui monte. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ah, il paraît, ouais. Il y a des similitudes, on peut pas se mentir. Et puis, voilà, j'ai 27 ans, je viens de me marier, je suis dans un sentiment où j'ai jamais été plus fort, plus serein, plus optimiste de ma vie, et rien ne peut m'arriver. Vraiment, à ce moment-là, je suis intouchable. Dans ma tête, ça y est, c'est le rêve américain, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Et là, il a bien fait monter le suspense. Il est fort en storytelling. Non, et là, ce qui se passe, c'est que la bulle Internet explose. Et là, tu peux rien faire. C'est pas toi. Tu vois, nous, on n'est même pas une boîte d'Internet. On est une boîte de stockage de données. Donc, vraiment, aucun rapport avec le sujet. Mais il s'avère que cette boîte-là, elle avait levait beaucoup d'argent, une grande quantité de VC de toute la planète au capital. Et qu'est-ce qui se passe? Ces VC qui t'expliquaient que vraiment t'étais la direction d'entreprise était vraiment extraordinaire, que c'était merveilleux, que vraiment ça valait tout l'argent qui avait été mis du jour au lendemain, ils se disent ouh là là, voilà une des seules boîtes qui est pas Internet dans notre portefeuille, il va falloir qu'on la protège. Et la manière de la protéger, c'est de la micromanager. Et donc micromanager quand t'as 14 investisseurs, c'est un peu compliqué. Donc c'était assez rigolo parce que c'était des investisseurs assez riches, des grands fonds du monde entier. Donc les mecs, ils arrivaient en jet, ils se posaient au truc, ils venaient de voir, ils disaient OK, j'ai une idée. À partir de maintenant, il va falloir qu'on aille dans cette direction. Et puis une semaine après, t'en avais un autre, il arrivait, même schéma, on va aller dans cette direction, sauf que c'était pas la même direction. Et au bout d'un moment, il y avait trop de directions et on savait plus où aller, quoi. Et donc, je me souviens, comme si c'était hier, d'un board en juin 2001 à Boston, où tout le monde se met autour de la table, et moi je suis là parce que je dois présenter un truc, mais donc je suis observateur, je suis pas board member, et des noms d'oiseaux pendant 20 minutes. Mais vraiment, des pires trucs. Et les investisseurs entre eux? Oui, tout le monde. Et donc, très policés, quoi, appris d'habitude. Mais des grands bureaux avec des vues imprenables sur Central Park. Enfin, bon, bref. Et du jour, là, instantanément, des noms d'oiseaux. Et finalement, ils se mettent d'accord sur une seule direction stratégique. Et cette direction stratégique, c'est il nous faut un CEO américain. Et là, franchement, je tombe de l'armoire. Parce que pour moi, c'est pas une direction stratégique. Et un CEO américain, moi, dans ma tête, c'était assez clair qu'aux États-Unis, il y avait des CEO intelligents, des CEO comme pas partout. intelligents. Enfin, que chez les Américains, il n'y en a pas plus, pas moins qu'ailleurs, quoi. Ouais. Ils se mettent d'accord sur ça. Et donc, en séance, ils démettent virtuellement le CEO fondateur de la boîte devant mes yeux. Et donc, moi, j'étais un peu son bras droit business. Et évidemment, je savais que j'allais partir avec l'eau du bain, il n'y avait pas de discussion. Et donc, j'étais effaré. Et donc, je fais ma présentation, je sors de là, et mais vraiment, je comprends que toute ma vie professionnelle, tout ce truc qui était pour moi inarrêtable, un peu tracé, quoi, ouais. allait monter au ciel, que finalement les arbres montent pas au ciel et que j'étais juste un jeune imbécile et qu'il fallait que je redescende. Mais quand même, ça m'obsède. Et pendant 4-5 nuits, je peux pas dormir. Vraiment, je dors pas. Je somnole, je me réveille. Vraiment, ça va pas, quoi. Et une nuit, je dis, bon, ok, je vais écrire tout ce que je voudrais quand même qu'ils évitent de faire pour pas bousiller tout ce qu'on a créé pendant 8 ans. Et donc, je fais comme ça, une note, une liste et tout, machin, et je demande un rendez-vous, et il y en a 4 ou 5 qui veulent bien se mettre ensemble dans un bureau d'un des investisseurs à New York, et je vais leur présenter, je leur demande 45 minutes de leur temps, ils me l'accordent, je leur présente, je leur dis, voilà, s'il vous plaît, je sais que vous allez changer mais s'il vous plaît, ça, ne le faites pas, vraiment, je vous le dis, c'est un conseil, même si je suis plus là, même si plus personne n'est là, mais le faites pas, parce que ça détruira la valeur que vous avez
Enfin, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour créer cette valeur. PS, je peux prendre la nationalité Pas américaine. du tout. Non, pas du tout. Non, moi, je sais que dans ma tête, je suis out. Et je suis out de toute manière, quoi. C'est fini. Ouais. Je suis plus dans cette histoire-là. Et là, j'ai cette réplique d'ailleurs, de la personne qui nous recevait chez lui et qui dit, Cyril, this is our money. And if we want to put it in the middle of the table and burn it, it's our choice. Ah ouais, ok. Donc il était pas Donc, en gros, situation d'écoute. Ça voulait dire ta gueule. Et donc j'ai pris mon ta gueule et je suis parti. Bon, en l'occurrence, ils ont continué à financer cette entreprise pendant 5 ans. Ils l'ont vendu pour $1 million. D'accord. Après 120 ou 130 millions de dollars d'investissement. Ok. Ils n'ont pas. Peut-être qu'ils auraient pas dû suivre mes conseils. Peut-être qu'ils auraient dû les suivre. On peut pas. L'histoire ne le revoir. refera pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une énorme claque. En Et tout cas, ça m'a beaucoup sur la appris. claque, est-ce que tu as appris, c'est aussi la brutalité parfois de la vision américaine du C'est pas management. qu'américain, attention, hein. Il y avait des fonds du monde entier, D'accord. des Européens, des Asiatiques, des Israéliens, il y avait vraiment de tout. Donc la brutalité de être encensé et 2 minutes après être au tapis, et aussi, il faut faire très attention avec la gouvernance et la taille de ton board Ouais. et toutes ces choses-là. Et tu vois, aujourd'hui et depuis le premier jour, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de tours, on a un board avec 6 personnes chez Lydia, pas plus que 6. D'accord. Donc tu as vraiment appris Et au on a moins un format des très choses serré. sur Absolument. ce fait Sur la gouvernance. que la gouvernance soit alignée en fait avec les entrepreneurs et la vision. quoi. Absolument. Et qu'elle puisse être tenue et pas Et dispersée. on en discute souvent avec les investisseurs. Excellent. Alors vous l'avez entendu depuis ces quelques dizaines de minutes passées avec Cyril Chiche, il est sans langue de bois, une vision no bullshit de l'échange. J'ai hâte, j'imagine que c'est la même chose pour toi Olivier, d'entendre sa carte blanche. Cyril, c'est à toi, juste après ce jingle. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors merci de me donner cette carte blanche, c'est vraiment l'occasion pour moi de partager une vision forte qu'on a. Je suis désolé, hein, ça va être encore sur Lydia, mais bon, c'est un peu, comment dire, ça m'occupe un petit peu. Sache hein. que c'est en partie pour ça qu'on t'a proposé de venir à notre micro. On aurait été Ça ravis de m'occupe- t'avoir, ouais, hein, c'est mais ça. Voilà, ça occupe beaucoup mes pensées. Et c'est cette vision qu'on appelle chez nous human banking. Donc, la banque qui a comme centre, non pas le client. On a tellement entendu tous les grands cabinets de consulting parler de customer-centric, client-centric, mais l'humain. Ce qui est très différent. Quand tu parles client-centric, ça veut dire que tu ne considères la personne qu'au moment où elle est ton client, où elle agit en tant que client. Et donc, pas dans le reste de sa vie. Et si tu fais ça, il y a un gros inconvénient, c'est que tu vas pas attirer des nouveaux clients. Et par ailleurs, une fois qu'il est parti, il est parti. Donc, ça pose un gros problème. Et surtout, c'est une vision qui est très économique, financiarisée de la relation. Et donc, nous, bien sûr, on réfléchit pas comme ça. On réfléchit d'abord et avant tout aux usages et à l'expérience utilisateur. Et quand on dit l'expérience utilisateur, souvent on pense l'expérience dans l'app, mais c'est pas ça. C'est l'expérience utilisateur de bout en bout, y compris le service client. Parce que tout ça, c'est l'expérience. L'expérience, elle va du moment où on entend parler du produit jusqu'au moment où on a un problème et on a besoin éventuellement du service client. Et tout ça, c'est l'expérience. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'à chacune de ces étapes et dans chacun de ces sujets, bien sûr, la partie expérience utilisateur dans l'application, on fait partie de ça, la fameuse UX, que ce soit une réflexion basée sur l'humain et sur la manière dont l'humain fonctionne, le cerveau humain fonctionne. Et donc, par exemple, pour l'application, on réfléchit souvent à comment ça marchait avant, quand on était avec le cache, que le cache, pas les systèmes informatiques, le cache, à l'ancienne, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans. Et ça, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui est le plus ancré en nous, parce que ça fait des centaines d'années qu'on répète ces gestes. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de reproduire, ou en tout cas d'analyser. Et par exemple, si on prend le thème emblématique des transactions P2P, ce qui a fait je te fais un Lydia, quand je veux faire un virement, donc un outil électronique pour envoyer de l'argent à quelqu'un avec ma banque, je vais lui demander son IBAN, je vais l'ajouter comme bénéficiaire et ensuite je vais procéder au virement. Et le simple fait de demander son IBAN, ça veut dire que la banque m'a obligé à comprendre comment fonctionnait son système informatique et que, bien sûr, quand je fais un chèque à quelqu'un, je lui demande jamais son compte bancaire. Ça m'intéresse pas. C'est lui qui va le noter.
Et quand je donne du cash non plus. Donc ça montre bien que la banque m'a obligé, et c'est pas naturel. Donc elle m'expose ces contraintes. Et moi, je dois m'adapter, mon cerveau doit s'adapter à ça. Et donc, ce que je veux faire concrètement, c'est donner X euros à le nom d'une personne pour un sujet à partir d'une poche d'argent. C'est ça que je veux faire. Et ben quand je fais ça dans Lydia, il y a écrit envoyer, je mets le montant, donc 12 euros, à, et je ne demande pas l'IBAN, je prends dans mon carnet d'adresse le nom de la personne, en vrai, on va utiliser son numéro de téléphone comme identifiant, je peux mettre un message, à partir de le compte source. Et ce compte source, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il est. Ça peut être une de mes poches d'argent dans Lydia, et à ce moment-là, on va faire un mouvement de monnaie électronique. Ça peut être un compte bancaire externe, et on va faire un virement instantané. Ou ça peut être une carte, et on va faire une transaction par carte. Et finalement, tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet. Ce que je veux faire, c'est juste bouger de l'argent de A à B. Et donc, la manière dont on réfléchit dans l'ensemble des processus Lydia. Et donc, par exemple, on a inventé quelque chose qui est incroyable, et je pense que c'est un des éléments qui a fait basculer Tencent quand ils ont vu, parce que évidemment, ils sont très sensibles aux produits, hein, c'est ça le truc, c'est que dans Lydia, on en a parlé tout à l'heure, je peux agréger tous mes comptes. D'accord? Et donc, j'ai un écran, le premier, où je peux voir tous mes comptes bancaires, mes différentes poches d'argent Lydia. Et si je veux si je veux envoyer de l'argent de l'un à l'autre, eh bien, normalement, il faudrait que je sache quelle est la nature du compte origine, quelle est la nature du compte destinataire, et ensuite faire une opération qui prendrait tout ça en compte. La réalité, c'est que dans Lydia, ce que je peux faire, que ce soit pour faire un virement de compte bancaire externe à compte bancaire externe, de compte bancaire externe à quelqu'un, de compte bancaire externe à Lydia, de Lydia à une personne externe, je fais une seule chose, c'est je clique sur le compte d'origine et je glisse vers le compte destinataire. Donc un glisser-déposer, je m'identifie avec une validation biométrique et là je retrouve le fameux envoyer X euros à Lilo avec compte joint pour. Et donc à la fin, quand je remplis ça, ça fait une phrase en français. Et ensuite j'appuie sur confirmer. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on appelle natural banking. Et si on ajoute toute la dimension préalable et post avec le service client, finalement, c'est human banking. C'est la banque centrée sur l'humain, donc qui s'intéresse aux mécanismes de l'humain pour être au plus proche et pour être finalement devenir une extension de son raisonnement. Et je crois que c'est très original. J'ai jamais vu faire ailleurs. On a ailleurs, ça parle beaucoup de customer centric, comment on fait pour maximiser les revenus à partir des clients en faisant plus ou moins semblant de les écouter. Nous, on fait pas ça. On s'intéresse à savoir comment ils raisonnent, comment ça fonctionne dans leur cerveau, et mettre en face d'eux, non pas de la machine froide, mais des outils qui sont humains et qui se comportent finalement sur ces modes de raisonnement-là. Merci Cyril. Je préviens nos auditeurs, un humain peut en cacher un autre, et là en l'occurrence, ce sera une autre. Tu t'en es rendu compte, hein, le Next 40 est encore très masculin, même si certaines femmes ont fait leur entrée dans ce beau palmarès, et c'est pour ça qu'avec Olivier et notre associé Solène, on souhaitait le féminiser à notre manière, en proposant aux entrepreneurs du Next 40 de mettre en lumière une femme qu'ils admirent, une femme entrepreneur. Tu penses à qui? Je pense à Stéphanie De Peretti, la créatrice et dirigeante d'une marque de vêtements qui s'appelle Mare Dilaté, qui est basée en Corse, et qui est pour moi une combinaison assez extraordinaire de créativité, d'ouverture d'esprit. Elle travaille entre la Corse, l'Inde, Paris. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert sur le monde, extrêmement sensible, extrêmement joyeux, de très solaire, et aussi extrêmement résiliente, parce qu'elle a dû traverser, et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, beaucoup de hauts et de bas. En ce moment, bien sûr, c'est pas que le commerce des vêtements a été extrêmement florissant ces derniers temps, et pourtant, à chaque fois, elle rebondit, à chaque fois, elle va plus haut, et à chaque fois, elle trouve de nouvelles
de nouvelles manières de faire plus. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup pour ses capacités d'entrepreneur, mais aussi pour le côté solaire de sa nature. Du coup, tu sais qu'on va lui consacrer un podcast en ton nom avec notre associé qui est Solène. Vous allez bien vous amuser en plus. Est-ce qu'il y a une question en particulier que tu aimerais qu'on lui porte en ton nom? Je parle beaucoup avec elle, donc je me demande, je réfléchis à est-ce qu'il me reste encore une question que je voudrais lui poser, mais oui, sans doute que la question qui me travaille le plus, c'est qu'est-ce que ça a changé pour elle et comment ça va changer sa manière de faire son business, cette histoire de pandémie. Est-ce que elle va se lancer à fond dans l'e-commerce, par exemple? Est-ce que elle va développer d'autres manières de vendre? Est-ce qu'elle va accepter Lydia? Non, je crois pas. Écoute, Solène va aller lui porter ta bonne parole et merci d'avoir pris le temps de lui donner un coup de projecteur. Donc maintenant, on arrive à la fin de ton podcast, Cyril. Donc il nous reste à te remercier parce qu'on a passé un moment business éclairant. On a vu la passion que tu avais pour conquérir le monde avec une application que vous voulez universelle et non pas une niche. Là, on l'a bien compris à la fois en termes de service et de cible. Donc c'était génial de trouver cette passion en toi et surtout après ces levées de fonds records. De commencer dans la cave et d'être à 112 millions d'euros de levée, ça c'était quelque chose qui nous a beaucoup impressionné. J'espère que ça donnera plein d'émules entrepreneurs à la suite de l'écoute de ton podcast. Merci encore. Merci Thomas, merci Olivier. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.